Bonjour, chers étudiants. Je me présente, mon nom est Mamadou Gueye. Je me propose de travailler avec vous concernant le module intitulé Technique d'expression orale et écrite. C'est un module qui permet de rappeler simplement des principes de base de la langue pour que nous tous nous puissions améliorer notre communication aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et particulièrement dans le cadre du travail, c'est-à-dire dans le cadre professionnel. Donc le syllabus que je vous propose est celui-ci. Tout de suite, après la présentation, nous allons commencer la partie numéro 1, qui est en fait une sorte de préambule qui nous permettra de mettre l'accent sur le lien qui existe entre la langue et la communication. Ensuite, la deuxième partie portera sur l'expression orale avec 2 chapitres. Le premier chapitre sera axé sur la transcription phonétique, parce qu'il me semble quand même important de rappeler surtout cette leçon que nous tous nous avons déjà apprise en 6e et en 5e au collège, mais que nous avons plus ou moins oublié, dans le but de corriger notre diction. C'est important. Je vous donne un simple exemple. Si j'ai le mot F-A-O-N, comment je vais le lire? Je le lirai faon ou je le lirai fan? Il va sans dire que je lis fan et non faon. La langue française, c'est une langue d'emprunt, ce n'est pas une langue locale africaine. Et comme toute langue, surtout les langues étrangères, il va falloir donc corriger progressivement sa diction. Et on ne peut pas le faire soi-même, individuellement, sans pour autant revenir sur ce qu'on appelle la phonétique. Ça vous permettra, une fois que vous aurez remis au goût du jour ces différents éléments de la phonétique, surtout de l'API, l'alphabet phonétique international, vous pourriez facilement après corriger votre diction. Donc, le premier chapitre pour cette deuxième partie portera sur la phonétique. Le dernier chapitre de cette partie, c'est-à-dire le deuxième chapitre, sera axé bien évidemment sur l'entretien de sélection. Et ce sera l'occasion pour nous d'échanger un peu sur les recommandations qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on a en face de soi un jury, et donc qu'il faudrait absolument mettre en pratique pour une bonne prise de parole en public particulièrement. Bien évidemment, même si le jury peut être assez restreint quand même, ça peut être un jury assez élargi. Donc, le dernier chapitre de cette deuxième partie sera axé sur l'entretien. La dernière étape maintenant de ce module portera sur l'expression écrite, avec 2 chapitres aussi. Le premier chapitre, ce sera sur les accords particuliers, c'est-à-dire les différentes difficultés que nous pouvons rencontrer en écrivant des documents de travail, véritablement. Je vous donne un exemple simple, l'accord des articles de couleur que nous avons vu au collège aussi. Si j'ai 2 chemises, je mets marron, comment je vais l'accorder? Est-ce que je mettrai S? Est-ce que je mettrai 2 LE? Mais non, ça ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce que c'est simplement un nom un nom, ce n'est pas un adjectif qualificatif, un nom que l'on utilise pour désigner une couleur, le marron qui est un fruit, et par conséquent, donc, on ne l'accorde pas. Donc, il faut connaître la règle pour pouvoir se tirer d'affaire. Le dernier chapitre, enfin, pour clore le module, sera axé sur ce qu'on appelle les abréviations conventionnelles. Un simple exemple, etc. Comment on l'abrège? Est-ce qu'on met virgule, etc. et des points de suspension? Ben non. Quand on abrège, etc., on ne peut pas ajouter des points de suspension. Donc, on met un point simple, qu'on appelle un point abréviatif. Là aussi, il s'agit d'échanger de manière très brève, mais de manière pratique, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer en abrégeant
par exemple des termes, des termes comme, ou des noms, des mots, comme etc. par exemple, ou autre chose aussi, les formules de politesse. Dans les formules de politesse, nous avons des types de civilité, comme monsieur en français, comment ça s'appelle? Est-ce que c'est avec MR, comme on le voit souvent, ou MO, point, tout simplement? Ce n'est pas MR en français, c'est plutôt MO avec un point abréviatif. Voilà donc, de manière très sommaire, ce que je me propose de vous donner comme syllabus, de vous dérouler comme syllabus. Et tout de suite, nous allons commencer par la première partie, donc qui nous sert de préambule, intitulée Langue et communication. Il va sans dire que lorsqu'on parle de communication, forcément, ça a un lien avec la langue. Pourquoi? Parce que la langue, c'est le médium. C'est un médium parmi tant d'autres. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement que la langue pour communiquer. On peut communiquer avec d'autres moyens, d'autres matériaux. Mais c'est le moyen de communication le plus utilisé, surtout. C'est la raison pour laquelle nous commencerons très rapidement par définir ce qu'est la communication. Communiquer déjà, pourquoi on a besoin de le faire? Parce que nous sommes des êtres sociaux. L'homme étant un être social, il est en interaction avec les autres membres de la société et il a forcément besoin de communiquer. Communiquer devient aussi nécessaire que manger, que respirer, etc. Donc il n'y a pas seulement que ces besoins que nous avons. La communication aussi en fait partie. Mais communiquer, c'est pourquoi faire? Justement, c'est pour échanger des informations. Dans quel but? Dans le but de comprendre l'autre, mais aussi dans le but de se faire comprendre. Par quel moyen? Par le moyen d'un système de signes connu de chacun des interlocuteurs. Finalement, la communication, c'est quoi? C'est un échange d'informations a priori dans le but de comprendre, mais aussi de se faire comprendre par le moyen d'un système de signes connu de chacun des deux interlocuteurs. Ce système de signes, ce n'est rien d'autre que le code. Cela peut être la langue, cela peut être des signes morses, donc des signes auditifs. Cela peut être des signes visuels, comme par exemple le langage des signaux lumineux utilisés par des marins. Cela peut être, comme chez les Indiens d'Amérique du Nord, des volutes de fumée. Cela peut être des sons comme le tambour. Cela peut être des signes tactiles, voilà, comme le langage des non-voyants, notamment ce qu'on appelle le braille, etc., etc. Donc il n'y a pas seulement que la langue pour communiquer, même si nous échangeons des informations le plus souvent avec nos langues, le français, l'anglais, le wolof, le bambara, etc., etc., et j'en passe. Maintenant, un spécialiste de la linguistique, un éminent spécialiste russo-américain, Roman Jakobson, a réfléchi sur la communication humaine et il a élaboré un schéma assez intéressant qui est entré dans la postérité depuis lors, qu'on appelle le schéma de communication de Roman Jakobson. Selon Jakobson, le processus de communication se déroule comme suit. Quelqu'un envoie un message. Celui qui envoie le message, on l'appelle un destinataire. C'est le destinataire ou encore l'expéditeur ou encore l'émetteur ou encore le locuteur si vous voulez. Donc il y a plusieurs synonymes. Le message, c'est l'énoncé. Il l'envoie à quelqu'un d'autre qui le reçoit. Et celui qui le reçoit, on l'appelle le récepteur ou encore le destinataire ou encore l'interlocuteur, c'est selon. Ce message-là, en fait, est au milieu de l'échange. C'est un énoncé que l'autre a besoin de comprendre. Donc, il faudrait qu'il partage le même système de signes que celui qui a envoyé, c'est-à-dire le destinataire. Et ce système de signes, c'est ce qu'on appelle le code. Je l'ai dit, tantôt, ça peut être la langue, cela peut être un autre médium, n'importe lequel, le signe visuel, auditif, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il parle de quelque chose dans un contexte bien déterminé.
ça renvoie à ce qu'on appelle le référent. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Dans quelle situation? Donc le contexte linguistique, c'est ce qu'on appelle le référent. C'est à peu près le sujet de conversation dans un domaine bien particulier. Mais ça ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui envoie le destinataire le message à un destinataire qui le reçoit. Il parle de quelque chose dans un contexte bien déterminé, c'est-à-dire le référent, avec un médium qu'ils partagent ensemble, c'est-à-dire le code. Faudrait-il aussi qu'il y ait un contact entre les interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui sont en situation de communication. Et ce contact, c'est aussi ce qu'on appelle le canal. Finalement, nous avons 6 pôles: le destinateur, le message, le destinataire, le référent, le code et le contact, c'est-à-dire le canal. Par exemple, nous pouvons communiquer à travers le téléphone. Nous pouvons communiquer à travers l'écran de l'ordinateur. Par exemple, lorsque je me connecte avec mon webcam et que j'envoie un message en interaction avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Donc, nous pouvons communiquer aussi avec le moyen du papier. Donc, je vous envoie une lettre sous pli fermé et vous, bon, ça c'est classique, vous me direz, etc., etc. Nous pouvons aussi discuter de vive voix, dans un face-à-face, donc qui est assez intéressant. Donc, mais faudrait-il aussi quand même, quoi qu'on puisse dire, qu'il y ait un canal, donc qu'il y ait un contact entre les interlocuteurs. Alors, Roman Jakobson ne se limite pas à ça seulement. À travers ce schéma de la communication, il s'y ajoute aussi ce qu'on appelle les objectifs de la communication ou les fonctions langagières. C'est-à-dire, pourquoi communique-t-on? A priori, c'est pour véhiculer une information. Oui, mais on informe juste pour informer ou on informe pour d'autres motifs. Si l'information est neutre, par exemple, je suis journaliste, je présente le journal télévisé, je donne des informations. Lorsque l'émission est terminée, je m'en vais. À moins qu'il n'ait une possibilité d'interaction. Ça, c'est autre chose. Je rédige une note d'information. Comme son nom l'indique, c'est un document de travail qui me permet de donner des informations à des interlocuteurs. Là, l'objectif, c'est simplement d'informer. C'est la fonction centrale du langage, déjà. Cela porte sur quel facteur, élément du schéma de communication? Cela porte sur le contexte ou encore le référent. C'est pourquoi on l'appellera fonction référentielle. La fonction référentielle ou encore fonction cognitive. Il s'agit de véhiculer une information et l'autre comprend parce qu'il a la faculté de transcender ce qu'on lui donne comme information. Donc, lorsque le but c'est d'informer tout court, la fonction est appelée fonction référentielle parce que ça passe sur le référent, c'est-à-dire le contexte, ou encore fonction cognitive. Mais dans une situation de communication, l'objectif peut être aussi d'exprimer des émotions. Je veux que l'autre sente ce que je ressens. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Donc cela porte sur le destinateur. Cette fonction est appelée fonction émotive, ou de la même famille que émotion d'ailleurs. Ou encore fonction expressive, parce qu'il s'agit d'exprimer des sentiments, d'exprimer un état d'âme. Mais l'objectif de la communication peut aussi être, de manière dominante, de faire agir l'autre, c'est-à-dire d'influer sur son comportement. Ça arrive souvent avec les spots publicitaires. Je donne un exemple. Osez rêver. Vous aurez remarqué l'emploi de l'impératif. Celui qui envoie le message, c'est une société commerciale, et elle l'envoie à qui cette société commerciale, c'est-à-dire au client, veut modifier le comportement donc de la cible. Et la population cible, ce sont les clients, c'est la clientèle, afin que ces clients-là puissent s'approprier le nouveau produit, par exemple. Lorsque le policier demande
d'obtempérer ou de faire une action quelconque, ça peut être un gendarme, il va sans dire qu'il attend à ce que vous exécutiez. C'est-à-dire que vous respectiez cet ordre qui a été donné. C'est une fonction qu'on appelle fonction injonctive, injonction égale ordre. On l'appelle aussi fonction conative, on peut l'appeler aussi fonction appellative. Et cela porte sur le destinataire. Donc, lorsque la communication porte sur le destinataire, l'objectif c'est d'influer sur le comportement de ce dernier. Cette fonction est appelée injonctive, conative ou encore appellative, etc. Mais l'objectif de la communication peut aussi être centré sur... La communication peut être centrée sur le message et l'objectif consiste à embellir ce message, à embellir l'énoncé. Il s'agit de rendre compte d'une certaine esthétique du texte. Et c'est ce que nous remarquons dans la poésie, dans les textes poétiques. D'ailleurs, c'est pourquoi cette fonction, on l'appelle fonction poétique ou encore fonction esthétique. L'objectif, c'est d'embellir le message. Mais l'intention aussi dans une situation de communication peut être de commenter le fonctionnement du médium qui est utilisé, c'est-à-dire de l'outil de communication en tant que tel. Si j'achète, par exemple, un livre, un manuel d'orthographe française, ceux qui ont rédigé ce manuel, qui l'ont élaboré, me parlent à moi, utilisateur. Mais ils me parlent de quoi? De la langue que nous partageons. Donc c'est réflexif, d'une certaine façon. Ils me disent, par exemple, comment il faut accorder tel adjectif, voilà, quelle particularité il y a dans l'écriture de tel mot, etc., etc. C'est ce que nous avons aussi avec les manuels de grammaire, ce que nous avons avec les dictionnaires, etc., etc. Donc, cette fonction est appelée fonction métalinguistique. Cela porte sur le code que nous utilisons. C'est la même chose. Si vous changez de langue, vous parlez français ou vous parlez anglais, par exemple, excusez-moi, vous achetez un manuel de grammaire anglaise, là, la communication entre ceux qui ont élaboré ce manuel et vous porte sur le code que vous partagez ensemble. C'est peut-être pour que vous puissiez mieux maîtriser cette langue de Shakespeare, excusez-moi. L'objectif aussi peut être, dans une situation de communication, de veiller à ce que la communication se passe bien. Et c'est important, parce que si le contact n'est pas établi, il n'y a pas de communication, forcément. Bonjour, bonsoir, salut, si c'est de manière très décontractée, allô, lorsqu'il s'agit de communication à distance, par le téléphone, par exemple. Ce sont des termes qui permettent d'établir le contact, de maintenir le contact, etc. Donc, de veiller à ce qu'il y ait de bonnes conditions de transmission du message. Si l'objectif est d'améliorer les conditions de transmission du message, de vérifier si le circuit fonctionne, etc., la fonction, elle est appelée fonction relationnelle ou encore fonction fatigue. Je pense que le terme relationnel est beaucoup plus expressif. Donc, si je me résume, autant nous avons 6 facteurs qui entrent en ligne de compte dans le schéma de communication de Jacobson, il y a aussi pour chacun de ces facteurs, de ces éléments, une fonction, donc il y en a 6 en tout, qu'on appelle donc des objectifs aussi de la communication. Si nous voulons informer tout court, là, nous centrons la communication sur le référent, c'est la fonction référentielle ou cognitive. Si nous voulons exprimer ce que nous ressentons, nous centrons la communication sur le destinataire, et là, ça renvoie à la fonction expressive ou encore émotive. Si nous voulons agir sur l'autre, faire agir l'autre, influer sur son comportement par une incitation, par un ordre, etc., le message, la communication plutôt est centrée sur le destinataire, donc c'est la fonction conative ou appellative ou encore injonctive. Si nous voulons embellir le texte en tant que tel, l'énoncé en tant que tel,
Donc la communication est centrée sur le message, ce message lui-même, c'est la fonction poétique ou la fonction esthétique. Si nous voulons commenter le fonctionnement du code que nous utilisons, que ce soit une langue quelconque ou un quelconque moyen de communication, alors là, la communication est centrée sur le code, c'est la fonction métalinguistique. Par contre, si nous voulons faire de sorte que la communication se déroule correctement, nous vérifions les conditions d'échange, de communication. Là, c'est centré sur le contact et la fonction, elle est appelée fonction relationnelle ou encore fonction fatigue. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je m'en vais aborder un dernier élément qui me semble assez important et relativement à la langue, ce qu'on appelle les niveaux ou les registres de langue. Alors, les niveaux ou registres de langue sont au nombre de 3 essentiellement. Le niveau familier, le niveau médian, c'est-à-dire le niveau courant, et le niveau soutenu. Nous ne les utilisons pas dans n'importe quelle situation de communication. Particulièrement le niveau familier est à proscrire, c'est-à-dire à interdire dans le domaine professionnel, dans les activités professionnelles et aussi en milieu scolaire. Comme son nom l'indique, le niveau familier, c'est entre proches, entre amis, entre, j'allais dire, entre guillemets, potes, excusez-moi, c'est famille. Alors, ces 3 niveaux maintenant se différencient par quoi? Le vocabulaire, c'est-à-dire le lexique, la syntaxe, c'est-à-dire l'organisation des différents éléments dans la phrase, et aussi par la prononciation. Commençons par le niveau le plus bas, le niveau familier. Je l'ai dit tantôt, c'est un niveau de langue ou un registre de langue, c'est comme on veut, qui traduit une certaine décontraction de ceux qui utilisent ce niveau de langue-là. Et ça se manifeste par des simplifications grammaticales. De manière très simple, ça signifie que les phrases qui sont construites ne sont pas toujours correctes. Il n'y a personne dans la salle. Il n'y a personne dans la salle. Cette phrase n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'on a omis le sujet, véritablement. Ensuite, souvent, on met l'apostrophe qui n'est pas véritablement aussi correcte là, après le Y. Donc, on est dans le niveau familier, on n'est pas très regardant par rapport aux règles qui régissent la langue française. Et en plus, le vocabulaire, c'est celui du langage de la rue souvent. De l'argot, c'est-à-dire notamment un langage particulier des jeunes, du genre la meuf, pour dire simplement la femme, ou encore du verlan, c'est-à-dire on inverse l'ordre des mots, l'ordre de la phrase, vrai vivement pour dire vivre ma vie, ou encore oh ces arbis, c'est-à-dire c'est bizarre. C'est donc un langage plus ou moins codé, si je puis m'exprimer ainsi, souvent utilisé par les jeunes pour se créer un espace à eux de communication, disons, pour s'isoler un tout petit peu peut-être des adultes et cacher un peu leur jeu, de certaine façon. Alors, le niveau familier, il est très utilisé lorsque nous sommes dehors, pas à l'école, pas au service, entre amis. On en a un peu, disons, assez de ces innombrables règles de grammaire que nous sommes obligés de respecter lorsque nous sommes dans des situations de communication assez particulières. Donc là, on se relâche pas de certaine façon. Voilà. File-moi du blé, pour dire donne-moi de l'argent. Et là, vous aurez remarqué que, entre autres particularités aussi, avec le vocabulaire du langage familier, il y a beaucoup d'expressions imagées, comme file-moi du blé, ce qui signifie donne-moi de l'argent. Le blé, c'est une céréale qui sert à faire, avec la farine boulangère, du pain. Le pain est symbole de subsistance, mais pour cette subsistance, il faut de l'argent, forcément. Passe-moi ta caisse, file-moi ta caisse. Caisse qui signifie voiture. Donc déjà il y a cette représentation de contenant, véritablement, pour dire simplement voiture, véhicule. Donc, si je me résume, le niveau familier à ne pas utiliser dans le champ scolaire ou dans le milieu professionnel, c'est un moyen de se décontracter, de converser avec des proches, des parents, des amis, etc., etc.
Le niveau médian maintenant, c'est-à-dire le niveau courant, se caractérise par un vocabulaire assez simple. Les mots sont connus. Au lieu de dire « je me suis payé un kleps », ça c'est familier, je dirais « j'ai acheté un chien ». Tout le monde comprend. Du point de vue de la syntaxe, les phrases construites sont correctes et elles sont construites simplement. Cela ne veut pas dire que ce sont seulement des phrases simples, c'est-à-dire avec un seul verbe conjugué. Non, ça peut être une phrase complexe. Je sais ce que vous pensez de moi. C'est une phrase complexe. Mais c'est une phrase qui n'est pas construite de manière compliquée. C'est ce que je veux dire. Donc, à ne pas confondre une phrase complexe du point de vue syntaxique et une phrase construite de manière complexe. C'est-à-dire avec une certaine recherche d'effets particuliers. Ce n'est pas le cas avec le niveau courant, ni d'ailleurs avec le niveau familier. Je reviens un peu au niveau courant donc. Le vocabulaire est accessible à tous, compréhensible. Les phrases sont construites correctement en respectant les règles de grammaire, véritablement. Et c'est très pratique pour pouvoir véhiculer des informations dans le milieu professionnel. Vous rédigez par exemple une note d'information, vous avez intérêt à utiliser un niveau courant. Pas le niveau familier parce que ce n'est pas le lieu de le faire, ni la situation. Pas le niveau aussi, c'est-à-dire le plus élevé, le niveau soutenu, parce que vous risquez d'utiliser des mots compliqués qu'on ne comprend pas et là ce sera mauvais pour votre communication. Et enfin, je l'ai déjà abordé, le dernier niveau maintenant c'est le niveau soutenu. Le niveau soutenu, comme son nom l'indique, c'est un niveau de langue qui se caractérise par une recherche d'effets particuliers. Au lieu de dire j'ai acheté un chien qui est courant, je dirais je me suis rendu propriétaire d'un animal d'espèce canine. Et c'est compliqué tout ça. Cela veut dire que du point de vue lexical, c'est-à-dire du point de vue du vocabulaire, cela requiert, cela exige un certain niveau de culture. Il faut que je sache ce que c'est un animal d'espèce canine, que j'ai une certaine culture scientifique pour savoir que le chien appartient à la famille des canidés. Tout le monde ne le sait pas réellement. Alors, donc, le vocabulaire est très relevé. Souvent, on a besoin du dictionnaire pour comprendre ce dont on parle. Et les phrases sont construites avec recherche d'effets particuliers, souvent pour rendre compte d'idées complexes, pour faire de l'ironie, par exemple, ou encore pour embellir la réalité quotidienne, comme dans la poésie, etc., etc. Ou encore pour restituer la rigueur de textes juridiques ou administratifs. Nous avons maintenant des formes assez stéréotypées, c'est-à-dire figées, du genre, ce document est établi pour servir et valoir ce que de droit. C'est un langage juridique. Un langage particulier qui appartient à un domaine donné qu'on appelle un jargon. C'est un jargon juridique, véritablement. Voilà donc ce qu'il faut noter par rapport aux trois niveaux de langue, donc le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Je vous dis au revoir et vous propose un petit exercice d'application sous forme de QCM, histoire de voir ce que vous avez retenu par rapport à cette vidéo. Merci et à vos crayons. À plus tard.